qui nous appelle aujourd'hui, ce matin, traite des entreprises d'économie sociale et solidaire et de la responsabilité sociétale et environnementale, autrement dit en acronyme RES. Aujourd'hui, donc on va essayer de voir si la responsabilité sociétale des entreprises a un lien, peut avoir un lien, peut produire peut-être de l'intelligence collective avec les entreprises d'économie sociale et solidaire. Parce qu'on pourrait se dire que les unes se trouvent dans un monde de capitalisme, un monde peut-être un peu prédateur de temps en temps, quand on voit la pauvreté telle qu'elle est au Maroc, mais ailleurs, je peux vous le dire, en Europe aussi, nous vivons cette grande précarisation. Ce phénomène est grandissant et galopant. Et donc, de l'autre côté, les entreprises d'économie sociale seraient celles qui participent de l'éthique et qui ont quelque part la responsabilité du sens. Mais peut-être que à la lisière de ces deux mondes, il y a une possibilité de croisement et de construction d'un monde qui soit plus favorable pour chacun et chacune, et pour tous et pour tous, et que ce monde s'inquiète de l'avenir de la planète et de tous ses habitants. Et donc, ce matin, j'ai le plaisir de modérer, de faire circuler la parole entre toute une série d'illustres connaisseurs, d'illustres experts, même si Madame Guedira n'aime pas qu'on utilise ce mot pour elle, par exemple, je ne sais pas pour les autres, d'experts, de personnes qui ont développé une expertise aussi bien pour certains qui est une expertise scientifique, une expertise universitaire, mais pour d'autres, c'est une maîtrise de l'expertise de terrain, de l'usage, du faire ensemble, et donc d'être activateur d'intelligence collective, et souvent d'ailleurs, comme je l'ai évoqué hier, d'intelligence territoriale collective, où on arrive à faire que 1 + 1 fasse 3 au minimum. Alors, ce faisant, j'ai donc comme le plaisir d'accueillir comme premier orateur un collègue français qui nous vient de la région de Angers. Il est responsable de la section économique et de la majeure innovation sociale dans l'école de management de sa ville. Il a choisi comme mot-clé, parce que j'ai demandé à chacun des orateurs de tenter, ce n'est pas simple, surtout quand on les prend comme ça au pied levé le matin, de résumer leurs mots-clés, leur centre d'intérêt, leurs cibles, pour que je puisse, comme on dit chez nous, les pitcher, c'est-à-dire envoyer le coup d'envoi de leur exposé. Et donc, Cyril Fouillet a souhaité définir son intervention autour de l'inclusion financière. Comment est-ce que cet oxymore, comment est-ce qu'on peut être inclus par la finance? Eh bien, il va nous l'expliquer. Il parlera aussi de la microfinance, ça a été l'objet de sa thèse de doctorat, je crois. Et puis, dernier point, c'est qu'il dit je veux parler du making stead. Alors, bon, c'est franglais, je suis désolée pour nos collègues arabophones, mais ça veut dire faire une fabrique d'État. Et donc ça, le mot devient beaucoup plus parlant. Et donc comment fabriquer, comment faire que la puissance publique fabrique de l'État et donc du bien commun. On vous écoute, Cyril. Ah oui. Une communication importante, c'est que pour les personnes qui sont purement arabophones, c'est qu'elles aillent chercher des casques, c'est encore possible. Mais si tu veux le dire en arabe, Fatim, c'est mieux peut-être. Oui. Je ne suis pas modératrice aujourd'hui, ne vous en faites pas. C'est juste pour faire une annonce. اللي ما كيفهمش عافاك اللغه الفرنسيه راه كاينين واحد لي كاسك هناك باش كيترجم ديال الترجمه
إلا بغيتيو كيمكن لكم تمشيو عفاك وتاخذوهم تسحبوهم باش يقدروا تفهموا، حيت كلهم المداخلات غتكون باللغة الفرنسية. شكرا. Bonjour à tous, donc voilà, je me présente, Cyril Fouillet. Je vais vous parler d'un pays qui se trouve à 8000 km d'ici. Je vais vous parler de l'Inde, comme exemple pour un peu raisonner avec les pratiques que l'on peut connaître au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou même en France, où je suis l'homologue en fait, de l'une des organisatrices de ce colloque, sur un master en management. Et est-ce qu'on peut avoir le diaporama, s'il vous plaît ? Et mon propos, c'est d'essayer de rentrer avec l'exemple indien. Ça fait maintenant plus de 10 ans avec tout un tas de collègues français, marocains aussi, belges, luxembourgeois, etc. Nous travaillons sur l'Inde et l'économie sociale et solidaire, et notamment sur la microfinance. Alors la microfinance, c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible d'avoir le diaporama, s'il vous plaît ? Ouais. Bon, je pense qu'il va arriver. Vous allez voir, parce qu'il faut que je vous montre quand même un petit peu comment l'Inde fonctionne. L'idée, c'est de partir... Bah oui. Voilà. Ouais. Ok, super. Bon, voilà. Donc... je vais vous parler de la microfinance vers l'inclusion financière. L'idée étant d'utiliser cet objet d'étude pour voir quelle est la différence en fait, entre ces deux termes. Vous connaissez peut-être tous la microfinance, hein, c'est l'offre de petits services financiers, que ce soit des crédits, l'épargne, de l'assurance ou des transferts de fonds, à des personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire. Contrairement à la situation dans les pays OCDE où 98% de la population a accès à un compte bancaire, il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, voilà, il manque un slide, c'est pas grave. Dans le monde aujourd'hui, on a à peu près une situation... D'accord. On m'a enlevé mon premier slide, c'est normal, c'est pas grave. Bon, je vais essayer de faire sans. Je vous avais préparé un slide avec une carte mondiale. Revenant sur les données sur l'inclusion financière aujourd'hui, à savoir qu'environ 50% de la population dans le monde ne possède pas de compte bancaire. Donc en fait, si on prend l'ensemble de la population qui possède un compte, qui ne possède pas ou qui possède un compte bancaire, une partie d'entre elles en plus ne l'utilise pas et utilise plutôt des services informels. Ce qui veut dire quelque part que le modèle dominant, ce n'est pas le modèle où l'on possède un compte bancaire, mais c'est plutôt l'informel. C'est les tontines, les cheat funds, les bichis, les chittis. Voilà, vous avez des milliers de mots à travers le monde qui parlent de ces pratiques informelles. Et c'est celles aujourd'hui qui sont bien les pratiques dominantes. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, vous avez, via la Banque mondiale et un ensemble d'organisations internationales, une volonté d'inclure financièrement des personnes qui en fait possèdent déjà des pratiques et des services financiers, mais de manière informelle. Alors, donc l'idée, c'est de partir vraiment de cette idée de microfinance, qui était la grande mode des années 80, 90 et 2000, pour ensuite partir sur l'inclusion financière et voir ce que, en fait, de passer de la microfinance à l'inclusion financière, qu'est-ce que ça change, en fait, en termes de discours. Donc je vous parle de l'Inde. L'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants. C'est, je regarde ma montre aussi quand même en même temps, pour pas trop dépasser. 1,2 milliard d'habitants, c'est une population qui est alphabétisée à peu près à 75%. C'est aussi une population qui, pour la moitié à peu près, possède un compte bancaire aujourd'hui, mais qui, en fait, ne l'utilise qu'à peu près qu'à 15% pour des transferts d'argent, etc. Donc la moitié de la population adulte possède un compte bancaire, mais seulement la moitié l'utilise. Donc énormément de comptes vides. On en reparlera un peu plus tard. Pour revenir sur l'évolution un petit peu, puisque vous l'avez compris, l'intérêt ici c'est l'inclusion financière, je vous ai représenté un graphique, un succinct, sur l'évolution un petit peu de la bancarisation en Inde. J'ai pris des données de 73 à 2015, qui vous permet un petit peu de constater, voilà, que depuis, en gros, l'indépendance du pays en 1947, vous avez un effort étatique à travers la structuration de coopératives, du mutuel, etc., qui en fait permet tout doucement, jusqu'en 1991 environ, d'avoir une progression
la diffusion des services bancaires dans les campagnes. Services bancaires formalisés à travers des coopératives, des banques publiques qui avaient l'obligation en fait, d'installer des branches dans les zones rurales, etc. etc. Et puis, comme au Maroc, intervient le plan d'ajustement structurel et l'intervention du FMI. Voilà. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, des interventions extérieures à travers le FMI et d'autres organisations vont faire que l'on va dicter au pays de changer un petit peu les règles de son organisation étatique. Et vous voyez à partir, sur ce graphique-là, c'est assez clair, hein, à partir de 91 et la libéralisation financière imposée par le FMI, vous avez littéralement, et on ne peut pas dire autre chose, une débancarisation de la population. C'est-à-dire qu'entre 1991 et à peu près 2002-2003, enfin 2001, pardon, vous avez une baisse de la bancarisation d'environ 21%. 21% des personnes qui possédaient un crédit en 1991 l'ont perdu en 2001. Donc c'est une contraction même de l'inclusion financière qui a été opérée à travers l'intervention du FMI. Voilà, c'est 13,5 millions de comptes. Donc, face à ça, souvent, les académiques parlent de la microfinance comme d'un pansement qui serait venu, en fait, qui aurait été appliqué sur les pays qui auraient subi des plans d'ajustement structurel pour compenser, en fait, la restructuration du système bancaire de ces pays-là. Et typiquement, en Inde, les banques qui avaient l'obligation, en 91, d'avoir des agences dans les zones rurales, ne l'ont plus. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont retirées. Et c'est ce qui a donné en fait cette débancarisation que l'on observe entre 91 et 2001, qui va entraîner en fait la débancarisation de 21% de la population qui possédait un compte bancaire. Donc la microfinance intervient, appuyée par tout un tas d'organisations, elle aussi, par le gouvernement, mais souvent en fait, même s'il y a de très très belles réussites, c'est un pansement qui ne va pas compenser en fait cette débancarisation-là. Et qui va même, en fait, voilà, vous avez un peu une carte de la libéralisation, enfin de l'inclusion financière, et qui ne va pas compenser à court terme. Et c'est bien, à partir de 2004-2006, comme on peut le voir avec cette autre courbe qui reprend un petit peu la suite, que les agences bancaires vont commencer à se réinstaller en zone rurale, et de manière générale en Inde. À partir de 2004-2006, les premières politiques d'inclusion financière vont apparaître au gouvernement et l'idée va être d'offrir l'ouverture d'un compte bancaire, non pas à travers des institutions privées, comme pouvaient l'être les institutions de microfinance, qui étaient parfois en fait des institutions qui pouvaient être cotées en bourse et qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'économie sociale et solidaire, mais plutôt c'est l'État central, en fait, tout simplement, qui a repris la main et qui a dit non, attendez, là, ces institutions de microfinance qui sont en partie financées par des fonds provenant de l'étranger, on va un petit peu les ralentir, enfin les calmer un tout petit peu pour reprendre la main sur notre propre système bancaire. Et à partir de 2004-2006, et on le voit bien avec ce graphe, hein, ça repart, l'ouverture des agences bancaires est très très importante, il y a une intervention de l'État pour, entre guillemets, inciter, obliger parfois, les banques commerciales publiques et privées hein, de retourner vers les campagnes, de retourner vers les districts les moins bancarisés du pays et de faire ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire offrir des services financiers à la population. Et donc on observe hein, depuis quelques années, encore un autre graphique avec le nombre de comptes d'épargne et le nombre de comptes de crédit en Inde, vous avez une explosion en fait, de cette inclusion financière depuis quelques années et qui va en fait largement dépasser les chiffres qui avaient pu être enregistrés par la microfinance. Alors je ne suis pas en train de jeter la microfinance totalement, mais c'est simplement cette histoire qui permet d'appuyer le fait pourquoi on est passé de la microfinance à l'inclusion financière. La microfinance peut avoir en fait des fonctions très locales et territoriales, alors que l'inclusion financière vue par l'État, c'est presque un devoir. Enfin, l'État se doit d'offrir à tous et à chacun l'accès à un compte bancaire, à un compte d'épargne, à un compte de dépôt, afin de pouvoir recevoir ses prestations sociales, de recevoir aussi son salaire, et de pouvoir, quelque part, être identifié par l'État, puisque l'État a aussi un intérêt là-dedans, identifier sa population. Certains pourraient dire la contrôler, mais c'est le principe même
de ce grand concept qui est la construction de l'État. Voilà. Donc, je m'arrête un petit peu et je continue. Voilà quelques chiffres sur l'inclusion financière en Inde. L'inclusion financière totale de la population serait passée de 35 à 53% selon certaines données. On aurait eu en fait un nombre de comptes de dépôt qui aurait été multiplié par 7. Donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur de l'effort qui a été effectué par le système bancaire public et privé en Inde pour ouvrir des comptes bancaires auprès de la population. Bon, pour avoir vécu là-bas plus de 4 ans et d'y travailler maintenant depuis plus de 10 ans, c'est un effort colossal, une répartition sur les territoires au niveau des départements avec des district collector officers, development officers qui vont à travers des banques leaders par département organiser l'ouverture de comptes dans toutes les maisons. C'est-à-dire que vraiment, on parle d'inclusion financière totale sur certains territoires où vous avez des agents qui vont passer de maison en maison pour ouvrir des comptes. Beaucoup de comptes sont dormants, bien évidemment, mais on y reviendra juste après. Donc, des comptes multipliés par 7 en quelques années. On est passé de 73 millions à 500 millions sur des comptes de dépôt. Mais accès ne veut pas dire usage. C'est pas parce que vous avez une banque autour de vous, des banques disponibles, que vous y allez. Mais une fois que vous avez en fait l'accès à cette banque, c'est pas parce que vous avez un compte de dépôt que vous l'utilisez. On le sait très bien, beaucoup de ces comptes qui ont été créés depuis maintenant une dizaine d'années sont véritablement des coquilles vides. Elles ne servent quasiment pas. Mais on va revenir encore une fois. Sauf que la parade de l'Inde pour essayer de bancariser sa population a été d'utiliser ce qu'on appelle les business correspondantes. Alors, les business correspondantes sont des centaines de milliers aujourd'hui sur le territoire indien et sont des personnes recrutées au niveau local, c'est-à-dire au niveau des villages, etc. et qui vont en fait servir d'intermédiaires entre les banques et la population, puisqu'il n'est pas possible en fait d'installer une infrastructure sur l'ensemble du territoire. L'idée a été d'utiliser des hommes et des femmes qui, à travers en fait l'utilisation d'une technologie nouvelle, telles ces petites machines qui permettent en fait des reconnaissances d'identité, etc., de pouvoir en fait donner l'accès directement à une grande partie de la population à leur compte. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'État indien, en fait, est un État qui a une constitution extrêmement élaborée, sauf qu'elle est peu appliquée, qui a aussi en fait un panel de programmes publics extrêmement développés avec des pensions pour les veufs et les veufs, un système de retraite pour énormément de gens, des bourses pour les étudiants et pour les jeunes, un nombre d'aides assez incroyable, de programmes publics pour l'emploi, etc. Sauf que beaucoup de ces programmes n'atteignent pas la population. Entre l'État et ses politiques publiques et la population, vous avez en fait des courroies de transmission qui ne fonctionnent pas, ou qui fonctionnent trop bien, mais via la corruption. Vous avez en fait tout simplement dans certains villages des personnes qui vont gérer pour vous l'organisation de vos papiers pour toucher votre pension. N'oubliez pas que en Inde, 25% de la population est illettrée. Donc ces intermédiaires vont forcément prendre de l'argent. Parfois, vous avez même des partis politiques, des factions politiques qui vont organiser la récupération de ces programmes publics sur l'ensemble de villages, voire même l'ensemble de certains départements. Donc il manquait une courroie de distribution. Ici, avec l'inclusion financière, et alors je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, mais en tout cas sur le terrain, véritablement, on observe un lien beaucoup plus direct entre l'État et la population. Pour terminer, je dirais simplement que l'inclusion financière, en fait, en facilitant la diffusion des prestations sociales, permet à la population d'accéder à ce qu'elle a le droit et de maintenir son territoire. Pour l'État, c'est aussi extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez l'Inde, mais vous avez des parties nord-est, qui sont les parties bleues ici, ou centrales, qui sont en fait en prise à des mouvements indépendantistes extrêmement forts, à des rébellions naxalates, et l'État n'est absolument pas présent sur ces territoires. Il n'a aucun pouvoir. Avec cette inclusion financière, vous avez tout d'un coup une courroie supplémentaire qui a été installée. Alors elle n'est pas parfaite, ces machines tombent souvent en panne. Lorsque vous travaillez dans la chimie, que vous êtes un ouvrier de chimie, vos empreintes digitales sont tellement usées que la machine ne reconnaît pas vos empreintes. Il peut toujours y avoir la corruption lorsque vous demandez en fait, le versement de votre pension à travers ces machines-là, mais elle est moindre.
tous les observateurs et toutes les observations de terrain aujourd'hui montrent qu'elle est quand même beaucoup moindre et que, quelque part, on peut observer quelle est la différence, pour répondre à la question de départ, entre la microfinance et l'inclusion financière. C'est que l'inclusion financière, au-delà de la microfinance, qui était quand même quelque chose plus de l'ordre de l'entrepreneuriat, du business, du privé, qui était en fait totalement en dehors de l'État parfois. Ici, avec l'inclusion financière, vous avez ce que vivent en fait l'ensemble des pays émergents, la construction étatique. En France, la construction étatique s'est étalée sur 3 siècles. L'État-nation, comme le disait Jean Gattel, ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais a pris du temps. Aujourd'hui, vous avez énormément de zones, je connais peu le Maroc, donc je ne peux pas m'exprimer par rapport au Maroc, mais en Inde, vous avez énormément de zones qui ne sont pas contrôlées par l'État. De la même manière que l'État français ne contrôlait pas l'intérieur du pays, certaines zones en Bretagne, etc., il y a 300 ans. Et le fait d'installer un système d'identification, de transmission des prestations publiques, permet en fait tout simplement de tisser des liens entre des citoyens et un État qui est parfois extrêmement loin. Et tisser des liens, c'est tisser des liens de dette, et donc des devoirs, des droits, et qui peuvent peut-être en fait faire émerger des dynamiques territoriales. Alors oui, il y a certaines visions de contrôle derrière tout ça de la part de l'État, mais ça fait, voilà. Après, à chacun de juger si la construction étatique doit être ou non poursuivie ou pas. En tout cas, l'inclusion financière peut être vue comme un outil de construction de l'État. Voilà. Merci beaucoup.